Alors, la proposition 2.2 va être très utile pour définir des exemples de référence, c'est-à-dire si on arrive à décomposer un espace comme étant une somme directe, alors on peut définir sur chacune des parties et on obtient une définition sur l'ensemble tout entier. Alors, on va s'intéresser ici uniquement aux endomorphismes, c'est-à-dire les applications qui vont de E dans E. Et déjà, il y a une première transformation qui est intéressante, qu'on appelle les homothéties. Donc l'homothétie, c'est simplement l'implication lambda identité, c'est-à-dire qu'il y a U associe lambda U. Donc en fait, c'est juste une homothétie, c'est quelque chose qui va agrandir ou rétrécir notre espace par un facteur lambda. Et ça va être vraiment la brique élémentaire pour pouvoir construire la majorité des transformations remarquables. Transformations remarquables qu'on a, ça va être les projections et les symétries, qui sont des transformations géométriques classiques. Ici, on généralise dans des espaces vectoriels quelconques. Donc, pour cela, il nous faut une décomposition en deux parties. Et on va dire qu'on projette sur un des espaces, ici sur E1, le long d'un autre espace. Et on dit que à quelles conditions c'est bien un projeté, c'est si la restriction à E1 en fait est égale à l'identité et la restriction à E2 égale à 0. Alors ce qui veut dire vraiment dans la pratique, ça va être assez simple parce qu'un projecteur, si on prend un vecteur U qui s'écrit comme étant U1 plus U2, donc dans la somme directe de manière unique, alors P de U, on sait que ça vaut P1, P la restriction appliquée à U1 et la restriction appliquée à U2, sauf que la restriction appliquée à U1 c'est l'identité, donc il y a U1 associe U1, et la restriction appliquée à U2 c'est 0. Donc en fait P de U simplement récupère la coordonnée directement suivant U1. Donc ça c'est projection sur U1 le long de E2. Donc en fait on récupère simplement uniquement la coordonnée en E1. Ça c'est un projecteur et ça correspond d'ailleurs d'un point de vue géométrie. Si on a deux espaces, ici un espace E1, un espace E2, et qu'on prend un vecteur quelconque entre les deux, alors on va pouvoir projeter, on projette le vecteur ici, et donc si on a un vecteur ici U, ça c'est notre vecteur U2, ça c'est notre vecteur U1, et donc le projeté de U c'est bien le vecteur U1, sachant que U égale à U1 plus U2. Donc c'est la définition intuitive de projection, en tout cas géométrique. Et on a la notion de symétrie. Alors la symétrie, c'est donc si on a la symétrie par rapport à le long de E2, alors on veut que la symétrie, il y a une erreur ici dans le poly, la symétrie restreinte à E1, c'est l'identité, et la symétrie dans le sens de le long de l'axe de symétrie, ça vaut l'opposé. Alors c'est de la même manière, c'est-à-dire qu'on peut voir ici assez rapidement que vaut le symétrique. Donc le symétrique sur U1, ça a pour action l'identité, et sur U2, c'est l'homothétie de rapport -1, autrement dit, ça transforme U2 en moins U2. Donc ça, c'est pareil, c'est sur U1, c'était donc la projection sur U1 le long de U2, et ça c'est la symétrie sur E1 le long de E2. Alors pareil, quel serait le schéma qui irait avec la symétrie? Donc la symétrie, on a donc un axe sur lequel on fait la symétrie, et on a un axe le long duquel on fait la symétrie. J'essaie de faire pas forcément des symétries orthogonales, mais des symétries quelconques. Ici, j'ai un vecteur U, et donc ce vecteur U se décompose comme étant un vecteur U1 et un vecteur U2. Et donc la symétrie par rapport à E1 le long de E2, c'est donc ce vecteur-là, on aimerait bien le passer
de l'autre côté, donc ici. Et donc en effet, son symétrique, c'est ce vecteur-là, ça c'est S de U, sachant que ce vecteur-là c'était U, et l'expression de S de U, c'est donc U1 et moins E2. Donc c'est bien U1 mais moins E2, on est passé de l'autre côté ici, c'est le symétrique de l'autre côté. Et d'ailleurs ici c'est par rapport. Voilà, donc en effet, ici c'est rappeler que si on a une décomposition, ici je vais utiliser la lettre X, mais ça ne change rien. Alors le projeter sur E1, c'est donc X1, et la symétrie par rapport à E1, c'est X1, le long de E2, c'est moins X2. Et on a en fait des caractérisations beaucoup plus algébriques, c'est-à-dire qu'on va avoir des équations qui vérifient ces endomorphismes. Donc on va être de ce type-là, c'est-à-dire une projection à condition que P au carré égale P. On fera attention que P au carré, ça signifie P rond P. Et dans ce cas, on va voir que c'est le projecteur sur l'image le long du noyau, c'est ses caractéristiques géométriques. Et de la même manière, si on veut essayer de retrouver des symétries, on a une caractéristique algébrique, c'est-à-dire une équation que vérifie la symétrie. C'est S rond S, donc S carré, égale l'identité. Donc c'est intuitivement à dire, si on applique deux fois la symétrie, on a annulé les transformations, donc en fait on revient au vecteur de départ. Et dans ce cas, la symétrie, c'est par rapport aux vecteurs qui sont invariants. Donc les vecteurs invariants, c'est ceux qui respectent l'équation S de U égale U. Autrement dit, c'est S de U moins U égale 0. C'est pour ça que c'est un noyau. Et le long des vecteurs contravariants, donc les vecteurs contravariants, c'est S de U égale moins U. Autrement dit, S de U plus U égale 0. Donc on va démontrer ces deux propositions. Donc on va démontrer la proposition 2.3 qui nous dit que on est un projecteur si et seulement si P carré égale P. Donc ici on va supposer que P est déjà la projection sur E1 le long de E2. Et on va réussir à démontrer que, alors forcément, P rond P égale P. Alors pourquoi P rond P égale P? Donc on sait que pour un vecteur U qui est égal à U1 plus U2, alors P de U vaut simplement U1, car la restriction à E1 c'est l'identité, la restriction à E2 c'est 0. Et après, ce qu'on va observer, c'est que P de U, justement, s'écrit comme étant U1 plus 0. Autrement dit, ça c'est bien encore une décomposition comme étant dans E1 plus E2. Et donc, si on veut calculer son image, c'est-à-dire P de U, alors sur cette partie-là, c'est l'identité. Et sur l'autre partie, c'est l'application nulle. Donc on obtient ça. Et ce qu'on remarque, c'est que on trouve bien que P de U égale P de U pour tout U. Autrement dit, on peut abstraire le U et ça nous donne P égale P rond P. Et P rond P, c'était ce qu'on avait défini comme étant la puissance carrée. Donc ça, c'est le sens direct. Donc maintenant, on va faire le sens réciproque. Donc le sens réciproque suppose beaucoup moins de choses. On suppose simplement que P au carré égale P. Et donc il faut réussir à démontrer qu'on ait la projection sur un certain espace le long d'un autre espace, avec deux espaces étant en somme directe. Alors déjà, la difficulté, c'est justement quels sont les espaces à définir. Alors la proposition complète, c'est-à-dire que c'est par rapport au noyau sur l'image. Donc en fait, on est sur l'image. Donc on peut poser E1 égale l'image de P, et E2 égale le noyau de P.
L'avantage, c'est qu'on sait déjà que ce sont, d'après le cours, des espaces vectoriels. Ce sont des sous-K espaces vectoriels de E. Alors normalement, le noyau c'est un sous-espace de l'espace de départ et l'image c'est un sous-espace de l'espace d'arrivée. Mais donc ici, on a des endomorphismes, donc l'espace de départ et l'espace d'arrivée sont le même, donc c'est deux sous-espaces de E. Et ensuite, il faut réussir à démontrer qu'ils sont bien en somme directe pour qu'on ait E se décompose comme étant E1 somme directe avec E2. Donc il va falloir qu'on démontre les propriétés, l'intersection et la somme. Alors on veut que l'intersection soit inclue dans le singleton, sachant que l'inclusion réciproque est bien sûr triviale. Donc on prend un vecteur, on va appeler V, qui se situe dans E1 et dans E2, autrement dit dans l'image et dans le noyau, et on va déjà exploiter le fait qu'il appartient à l'image. Donc autrement dit, on a V égale P de U, car il appartient à l'image de P. Et ensuite, ce qu'on va dire, c'est qu'il appartient également au noyau. Donc vu qu'il appartient au noyau, donc quand on calcule son image par P, ça vaut 0. Mais ce qu'on a dit au-dessus, c'est que c'était P de U. Et par hypothèse, c'est que P carré égale P. Donc ici, on récupère P carré de U. Donc ça vaut P de U, ce qui vaut V. Donc finalement, ce qu'on a écrit, c'est que V est égal à 0. C'est ce qu'il fallait montrer. Tout vecteur de l'intersection est forcément le vecteur nul. Voilà. Ensuite, on va devoir étudier la somme. Donc, il faut qu'on étudie E1 plus E2, et on veut que E1 plus E2 contienne l'espace E tout entier. Alors pour ce faire, on doit considérer un vecteur quelconque dans E, et on doit considérer une première composante U1 et une deuxième composante U2. Donc ce qu'on va poser, c'est on pose que la composante E1, de toute façon, c'est censé être la valeur de son projeté. Donc, par définition du projecteur, donc U1 égale P de U. Et donc, si on veut que ça soit la décomposition comme étant U1 plus U2, on n'a plus le choix, c'est que U2 doit être égal à U moins P de U pour avoir U égale U1 plus U2. Donc ça, c'est bien une décomposition en deux vecteurs. La question, c'est est-ce qu'ils appartiennent bien aux bons espaces. On a déjà U1, ça vaut P de U, autrement dit, c'est bien dans l'image de P, qui était notre définition de E1. Et il faut réussir à démontrer que U2, lui, sera dans le noyau. Alors pour démontrer que U2 est dans le noyau, on calcule inversement son image. Il faut réussir à démontrer que P de U2 vaut 0. On utilise la linéarité, ça fait P de U moins P carré de U. Et on sait que P égale P carré, donc ça vaut bien 0. Donc l'image de U2 vaut 0. U2 appartient au noyau, ce qui est bien l'espace E2. Donc finalement, E se décompose comme étant E1, somme directe avec E2. Et il faut juste démontrer donc la caractérisation ensuite, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand on restreint P à... Alors ce qui est le plus simple, c'est la restriction de P à E2. C'est la restriction de P au noyau de P. C'est-à-dire quelle est l'image d'un élément du noyau? C'est nécessairement 0. Et ensuite, la deuxième question, c'est quelle est l'image d'un élément de E1? Alors ça, on va passer aux éléments. Un élément de E1, on va dire que c'est un élément de l'image de P. On l'écrit de ce fait comme étant U1, c'est P de quelque chose. Par exemple, ça vaut P de U. Donc, ce qu'on veut, c'est réussir à démontrer que quelle est l'action de P sur les vecteurs de U1. Ça fait
P de U1. P de U1 vaut P de U, autrement dit P carré de U, qui par hypothèse vaut P de U, c'est-à-dire U1. Donc l'image de U1, c'est U1, c'est-à-dire que la restriction à E1, c'est bien l'identité. On va maintenant démontrer la propriété sur la symétrie. Donc on a une symétrie si et seulement si S carré égale l'identité. Donc dans ce sens-là, on suppose que S est une symétrie, c'est-à-dire que sa restriction à un espace, c'est l'identité, et la restriction à l'autre espace, c'est moins l'identité. Il faut réussir à démontrer que S carré égale l'identité. Alors on va regarder simplement la correspondance de S carré, c'est-à-dire que point vecteur qui se décomposerait comme étant U1 plus U2, on sait que S de U vaut U1 moins U2, autrement dit ça s'écrit bien comme étant U1 plus le vecteur moins U2. Ça c'est la décomposition également dans E1, somme directe avec E2 de l'image S de U. Donc S de U, ça vaut sur la composante en E1, c'est l'identité, et sur la composante en E2, c'est l'opposé. Donc en fait, ça nous fait plus U2. Donc sur E2, on multiplie par moins 1, donc ça fait plus U2. Autrement dit, on tombe bien sur le vecteur de départ U. Donc S carré, c'est S rond S, égale l'identité. De l'espace tout entier. Donc ça, c'est la caractérisation d'une symétrie. Et réciproquement, si on suppose que S carré égale l'identité, il faut qu'on puisse reconstruire les espaces géométriques. Et on nous propose ici de dire l'espace E1, en fait, c'est tous les vecteurs tels que, justement, le comportement de la symétrie, c'est l'identité, c'est-à-dire c'est tous les vecteurs tels que S de U égale U. Donc ça, c'est les vecteurs qu'on dit invariants. Et donc pour avoir simplement le fait que c'est bien un espace vectoriel, on peut l'écrire comme étant l'ensemble des vecteurs de E tels que S de U moins U égale 0. Autrement dit, c'est bien le noyau de S moins identité. Donc c'est un espace vectoriel en particulier. Et c'est pareil, on veut que E2, le comportement sur la partie E2, on aimerait que ça soit l'image vaut moins le vecteur, donc S de U moins U, et donc là on aura la même chose, ça fait S de U plus U égale 0. On dit on a le noyau de S, mais ici plus l'identité. Donc ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'on a défini ça pour avoir que S restreint à E1, il n'y a aucun problème. Par définition, c'est tous les vecteurs qui vérifient que justement sa restriction vaut l'identité. Et la restriction de E2 vaut exactement moins l'identité. Donc par définition, de nos espaces vers E2, on a ça. Après, la question, c'est est-ce que E1 et E2 sont assez grands pour que justement ils soient en somme directe dans E. Alors on va devoir démontrer la propriété simplement est en somme directe. Alors déjà ce qu'on va pouvoir dire c'est que par définition E1 et E2 sont des noyaux, donc ce sont bien des espaces vectoriels. Ce sont des noyaux d'application linéaire. Donc ce sont des sous-K espaces vectoriels de
l'espace environnant le sol étant donné qu'on est dans le cadre d'endomorphisme. Donc ça c'est déjà une première propriété pour démontrer qu'ils sont supplémentaires. Ensuite on doit calculer l'intersection. Il faut réussir à démontrer que c'est réduit au singleton 0. On traite uniquement l'inclusion non triviale. Donc je prends un vecteur qui est dans E1 et E2 et on va traduire tour à tour. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on a S de U, c'est égal à U, ça c'est parce que U appartient à E1, mais c'est égal à moins U, ça c'est car U appartient à E2, donc U égale moins U, donc nécessairement U égale 0, donc un vecteur qui est à la fois invariant et contravariant est forcément nul. Et la deuxième partie, c'est il faut réussir à démontrer que la somme c'est l'espace tout entier, l'inclusion qui est non triviale, c'est est-ce que E est inclus dans E1 plus E2, sachant que l'inclusion réciproque est donc triviale. Donc on prend un vecteur de E quelconque, et il faut réussir à démontrer est-ce qu'il se décompose comme étant bien dans la somme, et on pose U1, alors on veut que ce soit un vecteur qui soit invariant, alors l'idée on l'a déjà croisée dans le cadre par exemple de transposition, on peut faire U plus S de U sur 2, et U2 on va faire U moins S de U sur 2. Après ce sont des vecteurs de E, mais on va réussir des vecteurs de E qui vérifient déjà, bien sûr que si on fait U1 plus U2, on tombe sur U. Et ce qu'on va dire, c'est que qu'est-ce qui se passe quand on calcule S de U1? Comme c'est linéaire, ça nous fait la moitié de S de U plus S de U. Sauf que par hypothèse, S carré vaut l'identité. Donc ici, S de U, ça vaut U. Ce qui vaut donc U1. Donc finalement, ce qu'on a réussi à démontrer, c'est que S de U1 égale U1, c'est-à-dire que U1 appartient à E1, c'est bien un vecteur invariant. Et l'autre partie, il faut réussir à démontrer que U2 est un vecteur contravariant, ce qu'on a noté E2. Donc on fait S de U2. S de U2, ça nous fait la moitié de S de U moins S de U, on dit moins S carré de U. Et par hypothèse, on sait que S carré vaut l'identité, donc ça nous fait 1 demi de S de U moins U, ce qui fait moins U2. Donc en effet, U2 est contravariant, donc il appartient à E2. Donc on a bien décomposé notre espace en somme directe, c'est-à-dire que E c'est E1 somme directe avec E2, avec étant ici une action identité et ici une action moins identité. C'est donc bien la symétrie par rapport à E1 le long de E2. Alors en premier exemple, on peut essayer de s'intéresser à la transformation qui est la transposition dans l'ensemble des matrices carrées. Donc déjà, première chose, c'est que c'est bien un endomorphisme. On l'a vu dans le chapitre sur les matrices, que la transposée d'une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des transposés, c'est-à-dire S est linéaire. Donc on sait que S est linéaire, et on peut justement s'interroger, est-ce que ce n'est pas une transformation remarquable? Alors on va calculer S rond S. Mais qu'est-ce que vaut S rond S? On va calculer donc sa correspondance. S rond S de M, ça vaut transposé de M. Et ça justement, on sait que ça vaut M. Autrement dit, c'est une symétrie vectorielle. Donc la transposition est la symétrie. Donc par rapport à l'ensemble des invariants, donc c'est S moins l'identité, le long des contravariants
S plus l'identité. On peut même aller un peu plus loin, c'est qu'automatiquement on sait que les espaces E1 et E2 sont en somme directe. Mais que vaut E1 ? E1, c'est l'ensemble des matrices invariantes, c'est-à-dire telles que S de M égale M. Mais ça, on apporte un nom, c'est S de M, c'est pour la transposée. Autrement dit, c'est l'ensemble des matrices symétriques. C'est-à-dire telle que la transposée égale la matrice, autrement dit, c'est Sn de R. Et ici, de la même manière, E2, c'est l'ensemble des matrices des vecteurs en général contravariants, c'est-à-dire tels que leur image chez leur opposé, c'est exactement ici les matrices telles que la transposée vaut l'opposé, c'est-à-dire c'est les matrices antisymétriques. Et donc ça nous fait une nouvelle démonstration, plus courte, mais qui exige plus de connaissances, sur le fait que, en fait, on a démontré de manière abstraite que l'ensemble des matrices symétriques E1 et l'ensemble des matrices antisymétriques E2 sont en somme directe dans Mn de R. Alors on peut traiter un exemple dans le cadre géométrique. Par exemple, on prend une application de R3 dans R3, un endomorphisme qui a un vecteur x, y, z associé. Un vecteur de R3 donné par ses composantes. On va essayer de démontrer que P est un projecteur avec certaines caractéristiques géométriques. Donc ici, ce qu'on va déjà dire, c'est que P doit être linéaire. Pour démontrer que P est linéaire, il faut donc considérer deux vecteurs et un scalaire. Et donc on va calculer l'image de la combinaison linéaire. Donc il n'y a pas de réelle difficulté, ça fait ça. x1 plus lambda x2 moins y1 plus lambda y2 plus z1 plus lambda z2, ce qui est égal à, alors la partie sans lambda, ça fait x1 moins y1 plus z1, y1, y1, et on a lambda fois la partie avec des lambda, c'est x2 moins y2 plus z2 en deuxième coordonnée y2 et en dernière coordonnée y2. Autrement dit, on a bien réussi à démontrer que c'était P de y1, x1, y1, z1 plus lambda P de x2, y2, z2. Donc P, c'est bien un endomorphisme de R3. Voilà, donc maintenant on va essayer de passer à être plus précis dans la caractérisation de P. Donc pour cela, on va donc essayer de vérifier la caractéristique algébrique, c'est-à-dire on va calculer P rond P, on voudrait que ça vaille P. Donc pour un vecteur x, y, z de R3, que vaut P rond P de ce vecteur. Donc ça vaut P de x, y, z, donc ça fait, j'applique une première fois la transformation P, ça fait ça, et après je dois reprojeter ce vecteur. Alors justement la première coordonnée, donc c'est la coordonnée en x qui vaut ici x moins y plus z, moins la coordonnée en y, ce qui vaut y, plus la coordonnée en z qui vaut ici y. Ensuite c'est la coordonnée en y qui vaut y, la coordonnée en y qui vaut donc y. Donc on obtient ça. Ici on a les y qui se simplifient et ça nous fait bien
P de X, Y, Z. Donc on a bien que P rond P égale P, autrement dit P carré égale P, et P est un projecteur. Alors on va maintenant déterminer quelles sont les caractéristiques géométriques, donc c'est-à-dire sur le noyau, sur le projecteur d'ailleurs, sur l'image le long du noyau. Voilà, et donc on va calculer l'image et le noyau pour savoir c'est quoi exactement ces caractéristiques géométriques. En général on commence par l'image, parce que ici étant donné qu'on est en dimension finie, c'est engendré par l'image d'une bâche, donc f de 1, 0, 0, f de 0, 1, 0 et f de 0, 0, 1. Voilà, donc il suffit de calculer tour à tour les images des trois vecteurs. Donc le premier a pour image 1, 0, 0, le deuxième a pour image moins 1, 1, 1, le dernier a pour image 1, 0, 0. On se rend compte bien sûr qu'il y a deux vecteurs identiques, donc le dernier n'est pas utile et les deux premiers sont linéairement indépendants, autrement dit ils forment une famille libre. Donc finalement l'image c'est un plan. On peut l'appeler P par exemple. Et le noyau, pour des questions de dimension, l'espace total est dimension 3, le plan est dimension ici 2, donc le noyau devrait être de dimension 1. Ce qu'on veut ici résoudre, donc le noyau c'est l'ensemble des x, y, z de R3 tel que l'image est nulle. Autrement dit, ça fait tel que l'image, ça fait x moins y plus z doit être égal à 0, y doit être égal à 0, et la dernière coordonnée c'est aussi y doit être égal à 0. Donc on se retrouve avec une seule équation qui est, il faut que x égale moins z et y égale 0. Donc au final on a une caractéristique assez simple qui est moins z, 0, z pour z étant libre. Autrement dit un scalaire quelconque, donc ça vaut vect de moins 1, 0, 1. Ça c'est une droite. C'est de dimension 1 avec bien sûr on a R3 étant la somme directe entre les vecteurs donc, de l'image plus les vecteurs du noyau dans le cadre d'un projecteur. Donc ici on projette sur un plan le long d'une droite.